Je disais donc, chère Monique Lévi-Strauss, c'est un honneur, une chance et un privilège de vous accueillir et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Marc Lambron, vous êtes écrivain, critique littéraire, académicien et bien d'autres choses encore, et vous êtes à l'œuvre sur ce très beau livre d'entretien que publient les éditions Plomb. Je suis ravie de passer cette soirée avec vous et je vous remercie, vous tous, d'être là ce soir. Monique Lévi-Strauss, je le disais, vous avez passé 60 ans auprès de l'ethnologue le plus brillant, le plus célèbre du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. Mais avant d'évoquer ce compagnonnage intellectuel, affectif, j'aimerais qu'on revienne sur votre enfance, votre jeunesse. Vous êtes née Monique Roman, et il est facile de dire que votre vie est éminemment romanesque. J'aimerais qu'on procède peut-être par flashback, comme je le disais, qui est, je crois, le titre initial que vous auriez aimé donner à votre livre. Et pourquoi ce titre n'est-il pas resté ? Parce que les éditeurs ont trouvé que ça ne ferait pas vendre le livre. C'est dommage. C'est eux qui savent. Oui, c'est eux qui savent. Donc ce livre d'entretien avec Marc Lambron porte un très beau titre, J'ai choisi la vie, Oui. Et on l'a choisi avec vous. On va choisir avec vous la vie. Et j'aimerais peut-être poser une question à Marc Lambron, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire, Marc Lambron, comment est née l'idée de ce livre ? De manière fracassante. Bon, je serai bref parce que je suis là comme éclairagiste pour que toute la lumière soit et aille vers Monique. Alors, néanmoins, je vais essayer d'aller vite. Je n'ai pas d'itinéraire Lévi-Strauss, enfin, où j'en ai un, c'est-à-dire que quand j'avais 21 ans, j'ai assisté à quelques séances du cours de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Donc ça, c'est le premier contact visuel. Deuxième contact, il se trouve qu'une vingtaine d'années plus tard, votre fils, Monique, Mathieu, a épousé une cousine de ma femme. Donc j'ai vu Lévi-Strauss dans une structure élémentaire de la parenté qui est le mariage à cette occasion. Et j'avais même osé lui poser une question totalement déplacée sur ses rapports avec André Breton. Heureusement, je voulais reposer peut-être 25 ans plus tard. Bon. Alors après, à l'Académie, il y a un rite, et Claude Lévi-Strauss était très attaché au rite, ça s'appelle le comité de l'épée. Le comité de l'épée, c'est une vingtaine de personnes qui se portent garantes de la quête qui est lancée pour offrir une épée à l'académicien. Et j'ai demandé à Monique, alors comme je suis contre la parité, il n'y avait que des femmes sur ma liste, il y en avait une vingtaine, et Monique, qui était la plus éminente d'entre elles et qui a présidé ce comité de l'épée. Bon. Et puis nous nous sommes vus depuis une dizaine d'années dans des concerts, dans des dîners et beaucoup à l'Académie. Alors le point de départ du livre, c'est l'anniversaire fin septembre 2024 d'un ami journaliste qui nous avait réunis et qui venait de publier un livre chez Plomb. Donc Jean-Luc Barré, président de Plomb, était présent. Nous étions assis l'un en face de l'autre. Vous aviez Bertrand Lavier à côté de vous, un plasticien, vous avez préféré parler avec moi, ce qui est très bien. Et Jean-Luc Barré, à la fin, non, le journaliste, ami, se tourne vers Barré et dit « Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un livre d'entretien entre Monique et Marc ?» Jean-Luc Barré tout de suite dit oui. Moi, je peux le faire. Monique dit oui, moi aussi. Donc c'était un lundi soir, et 8 jours plus tard, nous commencions. Alors, je vais rapidement vous dire quel a été le mode opératoire. 2 fois par semaine, le mercredi après-midi, à raison de 3 heures d'entretien, donc je sortais épuisé, et Monique très tonique, je me rendais chez elle, et l'entretien ou la conversation se déroulait à partir de mes questions. J'avais 2 enregistreurs pour sécuriser ce propos. Et ensuite, je rentrais à demeure, je décryptais. Alors, il aurait été possible de le faire décrypter par dactylographie, pas par une dactylo. J'ai essayé au début, enfin je veux dire, les premières séances, et j'ai préféré le faire moi-même d'un bout à l'autre parce que les choses étaient fraîches, parce que je pouvais en répondre et que Monique ensuite allait valider assez vite ce que j'avais transcrit. Bon. Alors,
comment dire, j'arrivais au début avec des questions, c'était assez sérieux, nous étions intimidés l'un par l'autre, elle vous dira que oui. Mais après, assez vite, j'arrivais avec 2 ou 3 thèmes en tête, et puis on voyait comment la conversation bourgeonnait, sachant que le mot conversation, à mon avis, est assez impropre, parce que j'étais plutôt en situation de relance. C'est-à-dire, tu as entretien, je pose des questions, et c'est de Monique que les réponses étaient attendues. Pour finir, je dirais deux comparaisons ou 2 métaphores que j'avais en tête en travaillant sur ce texte. Donc ça s'est fait en une trentaine d'heures, 2 mois et demi à peu près, ce qui fait que vers le 20 décembre, on avait commencé début octobre, il y avait un texte qui était montrable. Il a été montré assez vite à l'éditeur et il a été avalisé sans retouche. Bon. Et au fond, c'est un travail assez rapide, parce que c'est octobre-décembre, et le livre apparu en mai, sachant, mais ça Monique vous le dira, que l'année 2025 verra la commémoration des 70 ans de Triste Tropique et la relance de la collection Terre Humaine chez Plomb. Alors pour finir, deux choses sur le mode de travail. La métaphore de la photographie. C'est-à-dire que quand un photographe est mandaté et missionné pour un portrait, au fond, il a le choix du grain, de la focale, de l'éclairage, mais c'est son sujet qui est premier, et il est absent d'image. Il n'est pas sur la photo. Eh bien, j'ai essayé d'être un photographe verbal de Monique Lévi-Strauss. Et ensuite, autre métaphore, elle vient du cinéma, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais ces morceaux, ces fragments, et en gros, on a suivi d'un bout à l'autre le fil biographique de la vie de Monique, mais il y a tout de même quelques petits travaux, des carissages, parfois des redites, parfois des blancs, et donc c'est un travail de monteur ou de monteuse. C'est-à-dire j'avais des rushs, comme on dit au cinéma. Romer disait des bouts, parce qu'il n'aimait pas le mot. Et donc à partir des bouts, j'assemblais finalement, je construisais, je soumettais à Monique, et ensuite elle a peu corrigé, et elle a validé. On a eu un texte. Voilà comment s'est déroulée notre collaboration. Et maintenant, je suis enclin à n'en pas dire beaucoup plus, parce que c'est Monique qui va vous répondre. Merci pour cette précision, Marc Lambron. On voit que ça a été un travail minutieux et presque de moine copiste, mais voilà, j'entends. Et le montage, les rushs. Rush, flashback, moi je pense qu'on peut garder ces mots anglais qui sont certainement présents dans le dictionnaire de l'Académie aujourd'hui. Flashback, oui. Pas rush. Pas sûr. Pas sûr. Flashback. Puisque vous êtes née, Monique Roman, en 26, dans une famille déjà mixte, je dirais, puisque votre père est belge, était belge, et votre mère était américaine. C'était une juive américaine d'origine viennoise. Quelle est cette famille dans laquelle vous naissez et quelle est cette micro-société que vous nommez dans votre livre? Je n'avais jamais entendu l'expression judéopathie. Donc vous naissez dans le 16e. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette micro-société judéopathie? Les amis de mes parents et mes parents qui appelaient la société dans laquelle ils vivaient judéopathie, parce que c'était... elle était composée de juifs et de non-juifs. Et c'était très mélangé. Voilà. Toute cette société s'entendait très bien. Oui, mais c'est là particulièrement. Et vous n'entendez pas? Ça va mieux? Ça va mieux. Plus près du micro, voilà. Bon. Je vais essayer. Et voilà, ils prenaient un peu leur société en dérision, parce qu'elle était très mélangée. Et c'est ça que je raconte dans ce livre. C'est ce qu'on disait de la société qu'ils appelaient judéopathie. Vous avez passé une enfance plutôt choyée. Oui. Vous parlez très très bien des lieux. Marc Lambron me l'a fait remarquer quand on s'est entretenu brièvement en amont de cette soirée. Oui. Je crois que vous avez une mémoire particulière des lieux et vous évoquez par exemple la maison de vos grands-parents, qui est un endroit qu'on rêverait de connaître. Alors, il faut d'abord que je dise une chose. Comme très souvent dans les ménages, le mari et la femme viennent de sociétés très différentes. Et donc, pour un enfant, c'est un problème de s'y retrouver. Parce que la morale n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Et pourtant, on se rend compte que et le père et la mère sont cohérents.
mais ce n'est pas la même morale. Donc il faut s'y retrouver. Et ben, c'est ça qui vous forme l'esprit et le jugement. On se tait, on écoute, on essaye de comprendre. Et ce qui était flagrant chez mes parents, c'est que mon père était flamand et pas juif du tout, et d'une famille de la petite bourgeoisie. Son père était photographe, voilà, comme on l'était au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il faisait des portraits. Et alors que dans la famille de ma mère, on importait la nacre de l'embouchure du Mékong, on connaissait le monde entier, on avait beaucoup d'argent, enfin, je ne veux pas vous dire, c'était tout à fait différent. Il y avait des domestiques chez vos grands-parents. Ah voilà, il y avait une flopée de domestiques, et puis, enfin, c'était, je dois dire, c'était très intéressant de vivre chez mes grands-parents, parce que chaque domestique avait des sous-ordres. Et on voyait bien que c'était comme un chef d'atelier, chaque domestique. Et le service était professionnel au possible. Alors ça, j'ai eu un aperçu de ça, et ça me passionnait. Alors que chez mes parents, il y avait juste une cuisinière et une femme de chambre, et puis c'est tout. Et puis on était bien contents. Enfin, bon, c'était pas du tout la même chose. Donc, j'ai passé mon enfance, ma petite enfance, dans le 16e arrondissement, dans l'appartement que j'habite encore aujourd'hui. Ça, c'est un fait, hein, 100 ans après, d'être encore dans le même appartement. J'imagine que la vue de l'appartement a un peu changé. Oh, on voyait la Seine, on voyait les collines de Meudon, on voyait tout. C'était merveilleux, il n'y avait que des hôtels particuliers en dessous de chez nous, et nous étions au 5e étage. Bon, c'est plus comme ça. Mais enfin, il y a encore une très belle lumière, et puis l'appartement est confortable, et je ne me plains pas. Votre mère avait Lindbergh passé. Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant, vous parliez du 19e siècle, et c'est aussi une chose que m'a fait remarquer Marc Lambron, qui est à l'origine des entretiens. Vous le dites, hein, vous serez bientôt centenaire, et on dit Monique Lévi-Strauss a traversé le siècle. Mais non, vous faites bien plus que traverser le siècle. Vous êtes en contact avec 3 siècles. Oui, exactement. Vos grands-parents sont issus directement du 19e siècle. Oui. Et leur mode de vie est très 19e-iste, Oui. vous venez de le dire. Vous traversez le 20e siècle et on va y revenir. Et puis, nous avons la chance de vous avoir avec nous dans une déjà belle partie du 21e siècle. C'est un peu vertigineux pour vous, cette traversée si longue? Enfin, vous savez, au bout de 100 ans, on s'y habitue. Vous avez été témoin de beaucoup de changements. Oui. Par exemple, vous racontez à 5 ans, vos grands-parents ou vos grands-parents, je crois, vous emmènent à l'exposition universelle de 31. Coloniale, l'exposition coloniale, pardon. Oui. Et on va vous montrer toutes sortes de tribus dans des petites huttes, etc. Vous êtes un peu Et ça sidéré. m'a beaucoup frappé parce que c'était un principe et de mon père et de ma mère. Ils voulaient que les enfants aient les idées larges et comprennent qu'il y avait des êtres au monde qui avaient d'autres couleurs de peau, qui parlaient d'autres langues, qui avaient d'autres principes, mais que c'était tous des gens très bien. Et cette exposition nous le montrait. Et par exemple, il y avait des femmes qui se baladaient avec les seins nus. Ça, quand même, ça m'a fait beaucoup d'effet. Vous savez, à 5 ans, je n'avais jamais vu ça dans la rue. Et ben, mes parents voulaient qu'on comprenne que dans certains pays, ça se fait, c'est très bien élevé de se balader les seins nus, par exemple. Donc, il fallait comprendre tout ça et l'admettre. Et je sais vraiment gré à mes parents d'avoir voulu m'ouvrir l'esprit à l'occasion de cette exposition. C'était quand même... Et sans arrière-pensée, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un point de vue colonial eux-mêmes. Exactement. Ils avaient fait du commerce avec la Chine, vous avez même été conçu, je crois, à Shanghai. Mais je Oui. crois que votre voisin a une petite chose à ajouter. Marc Lambron. Donc, je veux dire que du côté maternel, Monique vient d'une grande bourgeoisie qu'on peut dire austro-américaine. Origine viennoise. Origine viennoise. Un de vos oncles, un grand-oncle, était le pédiatre des enfants de Freud, par exemple. Et grand ami de Freud. Bon, donc il y a et une chose qui est capitale, après je me tais, mais qui à mon avis est capitale dans le destin de Monique, c'est qu'elle est polyglotte. Et au fond, la maîtrise de l'allemand, la maîtrise de l'anglais, la maîtrise du français et d'autres langues, au fond, aura été quelque chose qui aura déterminé beaucoup de choses dans vos rencontres
et ensuite dans votre vie. Voilà. Nous allons bien sûr parler de vos talents polyglottes. Je peux dire de mes grands-parents maternels, comme ils étaient, enfin mon grand-père était viennois, ma grand-mère était américaine, mais mon grand-père viennois, comme beaucoup de gens à Vienne, il comprenait au moins 6 ou 7 langues, parce que Mitteleuropa, c'est ça. On ne parle pas bien toutes les langues, mais on les comprend toutes, et on connaît tous les proverbes, tous les mots d'esprit, et à table, ça fusait dans toutes les langues. Alors pour une petite fille, quand j'étais... on ne déjeunait pas avec les grands-parents, mais après, pour le café, on avait le droit d'aller au salon, et là, quand même, je les entendais dire des proverbes dans toutes les langues, mais je me disais, comment ils font? Votre oreille a déjà été très éduquée dès l'enfance. Oui, et comment est-ce qu'ils peuvent savoir autant de langues? En fait, ils ne les parlent pas toutes, mais ils les comprennent. Quand on venait de Mitteleuropa, on comprenait toutes les langues autour, le polonais, le tchèque, enfin, tout ça, on comprenait. On ne les parlait pas bien. Et on connaissait très bien tous les proverbes. Et puis ça fusait. Comme on vient de le dire, votre grand-père viennois avait un frère qui était pédiatre à Vienne et qui était le médecin des enfants de Freud. Oui. Et la psychanalyse tient une place très importante dans votre existence. En tout cas, dans l'existence de votre mère et de toutes ses amies. Vous racontez des choses très drôles. Je trouve que vous avez un rapport très intéressant avec la psychanalyse et ça revient de nombreuses fois dans votre vie et je trouve ça très intéressant. Votre mère et ses amies étaient folles de psychanalyse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ces femmes glosaient? Toutes ses copines l'étaient. C'était en vogue à l'époque. Ben oui, c'est 2 fois par semaine chez le psychanalyste, ça faisait aucun prix, c'était un must. Celles qui ne pouvaient pas, c'était presque honteux de pas être en psychanalyse. Et moi j'ai vu tous les effets que ça avait. Alors, bien sûr, la psychanalyse, ça a été une invention formidable. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est rien, c'est pas ça. Mais la mode de la psychanalyse, c'était vraiment... On reviendra à la psychanalyse plus tard, puisqu'elle va repasser dans votre vie sous les traits d'un personnage fameux, dont je peux dire le nom tout de suite, qui est Jacques Lacan. Oui. Mais avant d'évoquer cette période de votre vie, vous êtes adolescente, la guerre éclate en Europe, votre père est devenu ingénieur, il est spécialiste des barrages, il travaille beaucoup avec l'Allemagne, et il a cette idée, comment est-ce qu'on pourrait la nommer, folle, saugrenue, délirante, d'emmener sa famille en 1939 en Allemagne. C'est-à-dire que les Allemands lui ont proposé un contrat très intéressant de 2 ans pour qu'il apporte aux ingénieurs allemands de la Ruhr les méthodes américaines. Parce que mon père avait aussi étudié aux États-Unis et donc il connaissait très bien les méthodes américaines pour faire des barrages. Et on lui a fait une proposition de 2 ans. Et ma mère était juive. Et toute la famille lui a dit, il ne faut pas aller en Allemagne sous Hitler, en aucun cas. Et il a dit, mais nous sommes belges et il ne peut rien arriver puisque nous sommes belges. Ça fait encore rire les gens maintenant de dire nous sommes belges et il ne peut rien. Comme si on était blindés quand on était belges. Voyons. Cette aventure assez terrible est probablement une des aventures les plus difficiles de votre existence. Ah oui, sûrement. Vous l'avez raconté en 2014 dans un très beau livre que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas déjà fait, qui s'appelle Une enfance dans la gueule du loup, au titre absolument explicite, publié dans la très belle collection de Maurice Hollander dans les librairies du XXIe siècle. Oui. On peut quand même revenir un peu sur cette période sans révéler tout ce qui est dans ce livre. Il est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes polyglotte. Vous êtes revenu d'Allemagne totalement bilingue en allemand. Voilà, vous avez passé le bac en Allemagne. Votre père, tout belge qu'il était, a été très vite fait prisonnier. Et le 10 mai 40, il a été mis en prison tout de suite. Et votre mère a dû trouver des raisons de subsister. Et elle donnait 8 heures de cours par jour, français et anglais. Vous n'avez pas fait que passer votre bac quand vous êtes en Allemagne. Vous avez commencé des études de médecine à Weimar. Alors ça, moi, évidemment, ça m'a complètement bluffé. Études de médecine qui resteront peut-être un regret dans votre vie, puisque vous n'avez pas pu les poursuivre après au retour en France. Il y a un tropisme médical dans la famille? Ah, il y a certainement. Ils sont à toutes les générations.
Il y a des médecins. Mon fils est docteur en médecine et mes 2 petits-enfants sont docteurs en médecine. On ne fait pas plus. On ne peut pas faire mieux. Ah non. Et, bon, Et à Weimar, vous vivez une expérience terrible que vous racontez dans les entretiens. bah, c'est-à-dire qu'avec une mère juive, être en Allemagne pendant la guerre et qu'on pouvait être dénoncé à tout moment, pas par des Allemands, on ne connaissait personne en Allemagne, mais par des gens en France qui le savaient très bien, ça vous marque. C'est une chose que je trouve très intéressante. Justement, vous dites, finalement, on était presque plus protégés en Allemagne où personne ne nous connaissait. C'est vrai. Et où on risquait moins Oui. d'être dénoncé, ce qui s'est Parce que produit. même sans une dénonciation malveillante, les gens pouvaient parler, Bien sûr. vous voyez, Ouais. et s'ils avaient dit... Malencontreusement. Oui, c'est Ouais. ça pouvait arriver. Et si nous étions restés à Bourges, où nous habitions, eh bien je pense que ma mère aurait pu avoir de gros ennuis. Vous dites aussi dans votre livre, et vous le dites aussi dans Une enfance dans la gueule du loup, une chose que peu de gens avaient tellement envie d'entendre quand vous êtes rentré d'Allemagne, c'est que vous avez pu aussi compter sur la solidarité des Allemands, qui était une chose difficile à admettre pour les Français, bien sûr. Oui, mais alors, enfin, il faut que vous compreniez, j'avais envie de témoigner de ces 5 ans en Allemagne. Et là, si nous avons survécu, c'est quand même grâce à des personnes qui nous ont hébergés pour rien, enfin qui ont été vraiment extrêmement généreux avec nous. Ils ne savaient pas du tout que ma mère était juive. Ils ne savaient pas qu'on était dans le besoin, mais qu'ils voyaient que, enfin, on cherchait un endroit où habiter et qui nous prenaient chez eux. Enfin, on a eu beaucoup de, enfin, de compassion, si vous voulez, par les Allemands. Et ben moi, je tenais à le dire. Vous dites aussi que quand vous êtes rentré à Paris, les gens n'avaient pas tellement envie que vous leur parliez de votre expérience de jeune fille sous le Troisième Reich. Tout le monde avait envie de tourner la page. Ça a été difficile, j'imagine, pour vous de vivre ça. Oui. Et écrire ce livre a sans doute été pas servi d'exutoire, mais je pense que ça vous a mais j'ai réconcilié. attendu longtemps Mais oui. pour l'écrire. Oui, 2004. Oui, parce Oui. que avant ça, personne n'avait envie de savoir. Donc les gens ne voulaient pas savoir que ben, vous pensez sur 80 millions de gens, il y a quand même des gens bien là, si vous prenez 80 millions. Hein. Heureusement. Ben, oui, il n'y a pas de raison. Et, vous rentrez à Paris avec votre mère. oui. Vos parents se séparent, le couple de vos parents ne survivra pas à la guerre. Je pense que l'attitude de votre père, évidemment, a pesé très lourd, et dans la famille et dans le couple. Vous dites, mes parents se sont montrés irresponsables. Vous dites aussi, j'ai perdu mon père bien avant sa mort, en 58. C'est un homme qui a été bourrelé ensuite de culpabilité. Il a sombré dans l'alcool, dans la démence. La relation avec votre père, c'était très douloureux, je présume. Je ne lui en veux pas du tout, mais enfin, vraiment, enfin, c'est une folie, en fait. Son raisonnement était le suivant. Mon père avait fait la guerre de 14. Et même, à l'époque, on n'avait pas de papier quand on était jeune. Et en 14, mon père qui était né en 1898, en 14, il avait donc 16 ans. Il a menti, il a dit qu'il en avait 18 pour pouvoir partir pour pouvoir être volontaire. Donc il a fait la guerre entre 16 et 20 ans. C'était très courageux. Oui. Bon, et il disait que après ce qu'il avait vécu dans les tranchées, il ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait de nouveau une guerre en 1939. C'était impensable. C'était 20 ans après 18. Il disait c'est impensable, c'est les mêmes hommes. Jamais ils ne voudront recommencer. Ben, il s'est complètement trompé. Ils sont nombreux à s'être trompés. Il n'est pas le seul à avoir pensé comme ça. Non, mais il ne pouvait pas imaginer que enfin, les mêmes hommes voudraient recommencer. Repartir dans cette même boucherie, oui, bien sûr. Voilà. Monsieur Lambron. Juste un mot, un des intérêts de ce dont nous parlions à l'instant dans le livre de Monique, c'est qu'elle rend assez bien compte d'une sorte de dégradé des opinions qui pouvaient exister en Allemagne. C'est-à-dire, évidemment, elle a vu tous les emblèmes, l'arianisation, l'antisémitisme, tout cela, l'esprit belliqueux. Mais on voit apparaître des personnages, par exemple, tous ceux qui avaient plus de 35 ans, ou de 40,
militants qui n'étaient pas mobilisés, qui avaient connu la Première Guerre et qui savaient que l'Allemagne pouvait la perdre. On voit apparaître aussi, je dirais, une opinion. Ce que vous dites au fond, c'est qu'il y avait de l'anti-hitlérisme, mais qu'il était mutique, parce qu'à la moindre manifestation, évidemment, la répression était considérable. Vous avez aussi circulé, grâce à vos amitiés d'école, je dirais dans un milieu patricien, beaucoup, qui pouvait correspondre dans sa mentalité à ce qu'ont été les officiers du coup d'État, de l'attentat raté de juillet 44 contre Hitler. Et au fond, cette sensibilité allemande, elle existait, elle n'est pas forcément bien éclairée. Et Monique Lévi-Strauss, qui n'a jamais parlé à SS, et réciproquement, a tout de même navigué dans ce chaos que devenait graduellement l'Allemagne. Et pour d'ailleurs être exfiltré dès le 8 mai 1945, parce qu'on a repéré que sa mère, enfin l'état-major américain qui s'installe sur les bords du Rhin, avant de l'existence d'une américaine qui était votre mère, et immédiatement, dès le 8 mai, vous destine à Paris, et vous arrivez avec l'Arc de Triomphe et un immense drapeau, et là vous pleurez. Vous rentrez en France avec votre mère, mais très vite, vous allez partir avec elle à bord d'un paquebot pour les États-Unis. Ah ben oui, parce qu'on n'avait pas vu ma grand-mère et tous mes oncles depuis la guerre. Qui s'étaient exilés aux États-Unis. Oui. Et là-bas, vous allez poursuivre vos études. Ben, là-bas, j'ai été à Columbia et j'ai eu le degré de Simmons College. J'ai fait signer hier la dernière année de collège, donc je suis bachelière d'un collège américain. Donc il va sans dire que vous êtes non seulement bilingue allemand, mais bilingue anglais ou bilingue américain. Et comme vous le dites très joliment dans votre livre, The American Way of Life, c'était pas vraiment votre tasse de thé, et vous décidez de rentrer. Oui. Et c'est en rentrant à Paris, donc vous êtes une toute jeune femme de 24 ans, vous avez besoin de travailler, il vous faut subvenir à vos besoins, la très belle maison des grands-parents est quelque part dans vos souvenirs, mais il faut vivre. Et comme vous êtes polyglotte, et en effet, cela va vous ouvrir quelques portes, et vous allez commencer par faire des travaux de traduction pour ce fameux Jacques Lacan. Comment est-ce qu'on se retrouve à traduire Freud, quasiment en simultané, à un des plus grands noms de la psychanalyse, qui déjà à l'époque est très fameux? Oui. Alors, je dois vous dire que comme tout être humain, on passe par des moments très différents. Il y a eu plusieurs Jacques Lacan. Celui que j'ai connu en 1947 était vraiment intelligent et pas du tout mondain, fanfreluche. Enfin, c'était passionnant de travailler avec lui. 7 ou 8 ans plus tard, c'était pas la même chose. Il était grisé par sa réussite et il voyait énormément de femmes du monde. Et c'était les contrepétries à longueur de soirée. Et enfin, je peux pas vous dire, c'était vraiment désolant. C'était plus l'homme intelligent, c'était l'homme mondain. Je crois que nous passons tous par des stades différents. Enfin, vous avez eu en tout cas la chance de connaître le premier Lacan. Ah oui. Et ce Lacan qui vous fait traduire Freud, et en contrepartie, il vous commente votre traduction. Alors, et là encore, c'est une initiation à la psychanalyse pour vous. Il ne connaissait pas un mot d'allemand. Et il m'a dit, tout ce que je voudrais, c'est que vous me traduisiez les passages importants de Freud. Et donc, je lui ai traduit les passages importants de Freud. Je les traduisais mot à mot, et lui me donnait l'exégèse. Ce qui était formidable, c'était un vrai échange, à tel point que sa femme, Sylvia Bataille, elle venait, elle disait, c'est tellement intéressant ce que vous racontez tous les deux, je veux assister aussi. Donc elle assistait aussi. Et c'était passionnant. Est-ce que c'est par Sylvia Bataille que vous vous êtes retrouvée chez Jacques Lacan? C'est par elle que vous l'avez connue? Enfin, c'est par les... J'habitais chez Eugène et Maria Jolas, qui connaissaient... Rose Masson, qui avait c'est la guerre avec André Masson aux États-Unis, et donc Sylvia Bataille était la sœur de Rose Masson, et donc ça nous ramenait à Lacan. Et elle est devenue
une très grande amie pour vous, Sylvia Bataille, je crois. Oh, Sylvia Bataille, je l'adorais. Et j'avais beaucoup de sympathie pour elle, parce que voilà une femme qui était au sommet de la gloire en 1938. On courait voir ses films, elle avait un énorme succès. Il y a eu la guerre, elle était juive, elle s'est cachée. Et quand la guerre était finie, eh bien, elle était une femme qui avait 38 ans. Et le cinéma ne voulait plus d'elle. Non, parce qu'il y avait des jeunes, il y avait plein de jeunes, et les jeunes passaient avant. Et sa carrière s'est arrêtée net en 38, après la partie de campagne. C'est quand même désolant. Oui, c'est dommage. Et vous êtes restés très proches. Ah oui, j'étais très proche. C'était une femme extraordinaire, et qui m'a beaucoup aidée, qui avait confiance en moi. Enfin, il y a quelques personnes comme ça dans le monde qui ont eu confiance en moi et qui m'ont beaucoup donné. À Sylvia Bataille et Jacques Lacan, vous allez devoir une rencontre absolument déterminante dans votre existence, puisque c'est lors d'un dîner chez eux, en 1949, que vous allez croiser un jeune ethnologue de 40 ans, qui rentre des États-Unis, qui n'est pas dans la meilleure partie de sa vie professionnelle, et vous allez nous dire pourquoi. Ce jeune homme, c'est Claude Lévi-Strauss. Exactement. Vous allez être assise à côté de lui à ce dîner, et à un moment, il demande à son ami Jacques Lacan, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait me traduire de l'anglais, parce que là, je suis en train de m'arracher les cheveux sur des textes d'un couple d'Australiens qui a travaillé sur les aborigènes. Et Jacques Lacan lui fait cette réponse magnifique. Tu es assis à côté d'elle. Et elle, c'est vous, Monique. Monique Roman, qui deviendra Monique Lévi-Strauss. Quel souvenir gardez-vous de cette soirée? Et qu'est-ce qu'elle va engager dans votre existence, cette soirée? Ça a été déterminant, puisque ce qu'il voulait, c'est que je corrige les épreuves d'un livre écrit par un couple d'Australiens en anglais. Et c'était imprimé en France. Or, en France, on ne trouvait pas une personne capable de corriger des épreuves en anglais. C'est quand même fou, hein? Autant d'habitants, pas un. Et alors, Lacan tout de suite dit, mais Monique est parfaitement capable de corriger des épreuves en anglais. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné un mal fou parce que je voulais que ce soit vraiment bien. Et donc, les Australiens ont écrit, quand le livre a paru en France, chez Herman, les Australiens ont dit, c'est quand même un paradoxe. Il faut se faire imprimer en France quand on veut n'avoir aucune coquille dans un livre en anglais. Alors voilà. Donc... Vous avez montré déjà des aptitudes de presque d'éditrice, de relectrice, de correctrice. Vous avez vraiment un œil extrêmement précis. Vous savez, quand on a passé des examens en 3 langues, quand on a tous ces examens, parce que j'avais été au lycée français jusqu'en 4e, donc j'écrivais à l'époque. En 4e, on ne faisait plus de fautes d'orthographe. Ça, je dois vous dire, ça a changé maintenant. Mais à l'époque, c'était au lycée de Bourges, on ne pouvait pas rester dans une classe, on ne pouvait pas passer en 3e si on faisait des fautes d'orthographe. En 4e, on savait l'orthographe. Alors vous faites une chose assez incroyable, qui est tout à fait naturelle pour vous, mais qui va quand même éberluer le jeune ethnologue. Il vous donne rendez-vous au Musée de l'Homme, où il est co-directeur faisant office de directeur, en attendant la nomination du directeur. Vraiment une époque où sa carrière est un peu pesante, je dirais. On expliquera peut-être pourquoi. Et vous arrivez en ayant lu, justement, ce livre fameux, dont vous avez dit le titre tout à l'heure. Merci beaucoup, les structures élémentaires de la parenté. Oui. Et pour vous, c'est une chose tout à fait naturelle que de lire le livre de cet auteur avant d'avoir un rendez-vous avec lui. Et lui n'en revient pas, parce que jamais personne n'a fait ça pour lui. Aucune assistante qui a travaillé pour lui. Il ne se vendait pas du tout, ce livre. Ouais. Il ne se vendait pas. Mais même le simple fait de le faire, c'est-à-dire d'avoir cette démarche, l'a complètement éberlué. Il s'est dit, voilà une jeune femme qui n'est pas comme les autres. Non, il s'est dit, mais vraiment, tous les atouts de son côté. Ce qui est très drôle, c'est qu'au Musée de l'Homme, votre futur mari, qui est un ethnologue évidemment éminemment respecté, a quand même une réputation difficile. On le trouve pas très marrant, on le trouve capitolin. Oui, c'est l'expression. L'expression de l'époque. Oui. Donc il est sur son Capitole. Oui.
Il est d'une austérité redoutable, il a une vie quasiment millimétrée, enfin bref, c'est pas un rigolo. Et alors quand vous sortez des premières journées de travail des heures assez harassantes, mais que vous ne voyez pas passer, tout le temps, je traduisais pour lui. Ils vous attendent derrière la porte et vous disent « Oh, mais comment tu fais? Comment tu résistes à ce type? Vraiment pas drôle. » Comment vous avez résisté? Ah bah parce qu'il était tordant. Voilà. Je vais vous dire, on riait énormément, on se comprenait très bien. Il était très très drôle, mais il était extrêmement réservé. Alors il ne riait pas avec tout le monde et il travaillait énormément. Il n'était pas bavard non plus. Mais quand on passait des heures avec lui, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on s'amusait. Va commencer entre vous une collaboration d'abord purement de travail, Oui. et vous allez réaménager par exemple sa bibliothèque, puisque ses livres sont revenus de New York, et évidemment les déménageurs les ont classés par taille et pas du tout par thématique. Et donc il y a 12 000 livres. voilà, 12 000 volumes. Parce que je me souviens, il m'a dit, écoutez Monique, je vais vous demander 15 jours de votre vie. Je me suis dit, un type qui vous demande 15 jours de votre vie, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il me dit, voilà, mes livres sont revenus de New York et ils ont été tous rangés sur des étagères et ils ne sont absolument pas classés. Et moi, je ne peux pas classer 12 000 livres tout seul. J'ai besoin de vous pendant 15 jours. J'ai d'autant plus besoin de vous que vous êtes capable de lire le cyrillique, etc. Parce qu'il avait beaucoup de livres dans des langues qu'il ne lisait pas à cause des illustrations. Il y avait de très bonnes photos, si vous voulez, du Brésil et tout ça. Et en général, à la fin du livre, il y avait un résumé en anglais. Mais c'était pour les illustrations. Donc, et il a dit, il n'y a que vous qui pouvez lire dans toutes ces langues, je sais que vous vous débrouillez. Bon, voilà. Et donc, on a passé 15 jours à reclasser 12 000 livres. À l'époque, ça n'est pas un secret, Claude Lévi-Strauss est marié, Oui. il a un enfant. Le mariage ne va plus trop bien. Sa femme comprend bien qu'il y a plus qu'une complicité intellectuelle entre Claude Lévi-Strauss et vous. Oh, ça, je ne sais pas si elle Vous n'êtes pas sûr? Ouais. Non. À quel moment est-ce qu'il déclare sa flamme, cet homme si Oh, pudique? il ne l'a jamais déclaré. À quel moment avez-vous compris que vous feriez autre chose que classer la vérité, bibliothèque? c'est qu'il n'a jamais fait la cour. D'accord. Oui, il y a d'autres hommes qui ont fait la cour, mais lui, il n'a jamais fait la cour. Et je comprends un peu, il avait été marié 2 fois avant de me connaître, donc il avait fait la cour 2 fois, et il devait se dire que c'est toujours la même chose, et puis au bout de 5 ans, ça foire. Voilà. Alors, il s'était dit, faire la cour, ça ne sert à rien, et c'est vrai que ça ne sert à rien. Vous aviez... Il y a l'histoire des jeudis quand même. Oui, voilà, il y a l'histoire des jeudis. Vous travaillez ensemble et le jeudi, Claude Lévi-Strauss vous dit « Est-ce que vous accepteriez de dîner avec moi ?» Vous dites Non, oui. non, alors ça s'est passé pas tout à fait comme ça. autrement. C'est sa femme qui trouvait que, comme sa mère était morte, il n'y avait pas de grand-mère dans sa famille, et elle a dit à mon mari, et tous mes neveux, parce qu'il n'y a pas de grand-mère pour les réunir le jeudi, alors fais ce que tu veux, mais le jeudi, on sera 6 ou 7 enfants à table. Alors Claude a dit, dans ces conditions, je déjeune au musée de l'homme. Elle n'y a vu que du feu. Et alors, le lendemain, au musée de l'homme, il m'a dit, est-ce que vous êtes libre jeudi prochain à déjeuner? J'ai dit oui. Alors on a déjeuné ensemble, et c'est comme ça que c'est devenu un rituel. C'est devenu un rituel. Elle n'en savait rien, puisqu'il lui avait dit, je déjeune au musée de l'homme. Un jour, il se dévoile un peu plus. Oui. Monique, pardon, je me permets, vous oubliez de dire une chose qui est quand même très jolie, d'une intensité érotique totale. C'est que vous déjeunez un jeudi, puis vous dites, est-ce que vous êtes libre pour déjeuner jeudi prochain? Vous dites oui, et là il ajoute, et tous les jeudis. Et tous les autres jeudis. Oui, c'est la seule cour qui m'est faite. La flamme est sortie dans tous les autres jeudis. Mais tous les autres jeudis, ça fait 55 ans après. Et alors vous, Monique, justement, vous saviez que ces 2 précédentes unions n'avaient pas marché au-delà de 5 ans, et vous trouviez très très agréable le compagnonnage de ce jeune ethnologue pudique et austère, et vous vous êtes dit, oh, comment est-ce que je peux faire pour que ça dure au-delà de 5 ans? À l'évidence, vous avez tout à fait trouvé la formule.
Ah non, mais Vous êtes restés 60 ans ensemble. Je m'excuse de dire un mot un peu vulgaire, mais j'avais vraiment la trouille. Ouais. Ah, ça, je peux vous dire, je me disais, au bout de 5 ans, il va se lasser, il s'est lassé des autres, et puis ça sera. Et il ne s'est pas lassé de vous. Non. Et on le comprend très bien. Et il y a une histoire que je trouve merveilleuse dans votre livre, et on va retrouver le tropisme médical de la famille, de votre famille. Il souffrait de maux divers et variés, il souffrait d'hypoglycémie. Ses précédentes épouses avaient essayé 1000 choses, on lui avait fait prendre des tas de médicaments, et alors vous allez révéler un talent inné. Ben, ça a été mon seul patient, mais quand même, je l'ai amené à plus de 100 ans. C'est pas mal. Hein? Vous ne recevez plus, vous n'avez plus de place dans votre agenda pour les... On aimerait vous avoir comme médecin. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous y êtes prise pour le débarrasser de ces troubles? Alors il faut que je vous dise que j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir lire dans beaucoup de langues. C'est-à-dire que j'en parle 3 complètement et je les écris sans faute. Mais il y en a au moins 3 ou 4 autres que je peux lire et que je comprends. Donc c'est un gros avantage. Et quand j'ai rencontré, quand j'ai commencé à vivre avec mon mari, je me suis rendu compte qu'il avait de l'hypoglycémie. Et le médecin l'avait d'ailleurs trouvé en faisant des analyses sanguines. Il avait de l'hypoglycémie. Et c'est vrai qu'il se sentait très mal avant les repas. Et il voulait que les repas soient pile à l'heure parce que sans ça, il avait des gros tiraillements. Donc ça, je le savais. Et puis, il s'est trouvé par hasard qu'une de mes amies américaines, qui s'appelle Sheila Hicks, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Oui, on a entendu parler de Sheila Hicks et on y reviendra peut-être un peu après. Oui, alors Sheila Hicks... un jour que j'étais dans son atelier, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour elle, et j'ai d'ailleurs écrit un livre sur elle, elle me dit « Oh, tu sais, ma mère est abonnée au Book of the Month Club. C'est un club américain où on paye ton parent, et tous les mois, on vous envoie 2 ou 3 livres qui sont réputés et très bons. » Et donc, elle me dit « J'ai un carton là, avec tous les Book of the Month Club que ma mère m'envoie des États-Unis, regarde s'il n'y en a pas un qui t'intéresse. » Je regarde, il y en a un sur l'hypoglycémie, quand même coup de peau. Et alors, je prends ce livre américain, et qui avait certainement été écrit par un médecin qui avait souffert d'hypoglycémie, parce qu'il racontait tous les symptômes de mon mari, mais tout, mais au poil près, hein. Et que les colères où se met l'hypoglycémie quand il commence à avoir des tiraillements, c'est vraiment dû au tiraillement de l'hypoglycémie. Oui, et c'est pas du tout parce qu'ils sont fous. Alors que la précédente femme de mon mari disait il faut qu'il se fasse psychanalyser, il y a que ça. Vous vous rendez compte? D'où une petite méfiance avec la psychanalyse. Oui, oui. Donc vous réussissez à le soigner, et Claude Lévi-Strauss a cette réaction merveilleuse. Il vous traite de magicienne, et vous prend même pour une chamane. Ah, oui. Vous êtes devenue sa chamane personnelle. Non mais, enfin, il était assez enfantin, parce qu'il croyait vraiment que j'avais des dons que d'autres n'avaient pas. Je n'ai aucun don, ça je vous le dis tout de suite. Mais lui, il croyait que j'avais quelque chose en plus, parce que pour avoir deviné que c'était l'hypoglycémie... En tout cas, vous l'avez débarrassé de ses troubles. Il est devenu beaucoup plus agréable à vivre. Vous en avez profité tous les deux. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce livre dans les livres que vous avez offert cette amie. Oui, il y avait un livre sur l'hypoglycémie. Vous l'avez mis à la diète sévère. Vous l'avez mis à la diète sévère, voilà. Pendant 6 mois. D'ailleurs, c'est très drôle, vous dites, une de ses ex-épouses vous a un peu raillé en disant ah ben voilà, il a perdu 15 kilos, elle veut absolument qu'il ait une silhouette de jeune homme, elle est obnubilée par le poids, alors que pas du tout. C'était pas du tout pour le poids. Vous étiez juste obnubilée par sa bonne santé. On avait supprimé totalement tous les féculents et tous les sucres. Et c'est très dur comme régime, mais c'est un régime qui a parfaitement marché, il a été complètement guéri. Vous n'avez pas été magicienne que sur la santé de Claude Lévi-Strauss, parce que
hasard ou coïncidence ou chance merveilleuse, à partir du moment où vous entrez dans sa vie est une ascension permanente de reconnaissance, de travaux importants. Il va intégrer le Collège de France, alors qu'il y avait été refusé 2 fois. Pardon, il y a Triste Tropique, et Monique est important pour Triste Tropique. Il va écrire ce livre en 55, donc nous allons parler de Triste Tropique. Oui, c'est à cause de Triste Tropique. Jean Mallory, en 54, crée donc cette collection Terre humaine, dont on célèbre cette année les 70 ans. Les éditions Plomb ont engagé un nouveau directeur de collection à la personne de Stéphane Breton, lui-même ethnologue. Et Triste Tropique, qui a été publié en 55, vient de reparaître avec une préface de Stéphane Breton. Ce livre rencontre un succès énorme. Et vous avez dit quelque chose à propos de Triste Tropique. Vous avez dit dans ce livre, Claude Lévi-Strauss s'est totalement lâché. Oui, Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ah ben vous ne comprenez pas? Si, mais est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? En quoi ne se lâchait-il pas jusque-là? Qu'est-ce qu'il s'est autorisé dans ce livre? Le collège. Eh bien, je vais vous dire. Jusque-là, il avait écrit les livres qu'il voulait écrire parce que c'était vraiment sa profession. Et quand on lui a demandé, en lui faisant un contrat avant qu'il ait écrit le livre, c'était la première fois qu'on lui faisait un contrat avant. D'abord, il écrivait les livres et puis il les soumettait, tandis que là, un contrat. Il s'est dit, eh bien, puisque je suis sûr de le publier, je vais me lâcher complètement, je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur. Après 2 échecs au Collège de France, c'est ça qu'il faut dire. Oui, après 2 échecs au Collège de France. Exactement. Et c'est à cause de ce livre qu'il a été élu au Collège de France. C'est ça l'ironie. Hein. Pourquoi? Parce que au Collège de France, il y a les professeurs qui sont des professeurs des sciences dures, et puis les autres. Les autres, psychologie, philosophie, etc., bon, les autres comprenaient le travail de mon mari. Mais les professeurs des sciences dures, ils ne comprenaient absolument rien à ce que faisait mon mari, donc ils votaient toujours contre. Donc il avait été déjà refusé 2 fois. C'est très lourd d'être candidat et refusé 2 fois. Mais Triste Tropique, là, ils ont compris d'un bout à l'autre, ils ont été emballés, ils ont dit, mais si c'est ça ce qu'il fait, bon, on les lit tout de suite. Vous avez beaucoup travaillé sur ce texte, vous avez tout relu, vous avez été vraiment une compagne indispensable. J'ai été la première lectrice depuis le début. Vous avez tout tapé? Tout tapé, tout retranscrit. Oui. Ouais. Oui. Un jour. Non, pardon. Juste une anecdote pour ceux qui aiment la chanson. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Manset. Et un voyage en solitaire. Bon. Et il a intitulé une de ses chansons Triste Tropique. Et un jour, je présente Gérard Manset à Monique. Alors il dit assez timidement, j'ai écrit une chanson qui s'intitule Triste Tropique. Et Monique lui dit, bien moi je l'ai tapée. Alors, vous allez mener une vie conjugale dont vous dites dans le livre que vous croyez que ça s'appelle le bonheur, et je pense qu'on peut confirmer que ça s'appelle le bonheur. Vous menez une vie très heureuse avec Claude Lévi-Strauss, et il va vous initier à quelque chose que je trouve très très fascinant. Il a des rituels, hein. C'est un homme de rituels. Il se lève tôt, il dort 8 heures, il mange très attention, il travaille énormément, il ne fait pas de sieste. Il va à Drouot, il collectionne, il va à Drouot, et il va au Puce. Il vous emmène au Puce de Saint-Ouen, et c'est là que vous allez voir et que vous allez découvrir vos premiers châles en cachemire, dont vous êtes aujourd'hui une éminente spécialiste mondiale. Vous avez publié plusieurs livres à ce sujet, d'autres viendront, je l'espère. Et il vous a initié au démodé, à une notion que vous appelez le démodé. Claude Lévi-Strauss, pardon, je ne le connaissais pas, vous a appris à apprécier ce qui était démodé. Eh bien, il m'a expliqué que la mode, c'est comme des montagnes. Il y a des œuvres qui sont tout en haut, qui valent des prix d'or, et puis ensuite qui tombent, qui ne valent plus rien, et puis qui peut-être 50 ans après revalent quelque chose. C'est un va-et-vient des prix. Et il m'a expliqué que quand on s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe à Drouot et aux Puces et au marché de l'art, quand on s'y intéresse, il faut avoir un œil vacciné, c'est-à-dire un œil
qui ne s'intéresse pas du tout à la mode et avoir un œil qui regarde les œuvres pour ce qu'elles sont et qui se détache complet des phénomènes de mode et aussi du prix. Parce que c'est pas parce que certaines œuvres valent très cher qu'elles sont mieux que d'autres, c'est pas du tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il avait appris ça très jeune lui-même auprès de ses parents, dont vous racontez que quand il est enfant, Oui. il est très précoce, il est excellent à l'école, il est enfant unique, il est adoré de ses parents, il le leur rendra bien d'ailleurs. Ses parents lui offrent, dans les années 10, des estampes japonaises qui ne valaient rien à l'époque. Exactement. Les impressionnistes et néo-impressionnistes qui s'étaient beaucoup intéressés au japonisme, on parle souvent de Pierre Bonnard et le Japon et d'autres, Paul Signac les a collectionnés aussi, à l'époque, ça ne valait plus rien. Non, c'est tout à fait vrai parce qu'il a une grande collection d'estampes dont je profite. Que vous avez toujours sur les murs de l'appartement. Oui, et puis ça prend pas de place du tout, une collection d'estampes. Vous pensez que ça a pris naissance là, pour lui, cette notion du démodé et de ne pas forcément s'intéresser à ce qui est bien en sûr, vogue? Parce que ses parents n'avaient pas un sou. Mon beau-père était peintre. Et c'était un bon peintre, mais comme beaucoup de bons peintres, il vendait très peu. Donc il n'avait pas de quoi manger. Enfin, il avait un frère qui était agent de change et qui finissait tous les mois de mes beaux-parents. Donc, oui, il savait très bien qu'on ne peut pas gagner d'argent du tout. Et le seul cadeau qu'il faisait au fils, à Claude, quand il avait des bonnes notes, c'était des estampes japonaises dont on se servait comme emballage. Tellement ça avait baissé, vous vous rendez compte? Et donc il vous éveille, hein, cette notion de démodé, Absolument. il ouvre vos yeux, il vous forme, on peut dire, il vous forme à cette notion. Et il me disait toujours, il faut regarder les œuvres pour ce qu'elles sont, Pas pour ce qu'elles valent. pas pour ce qu'elles valent, et dans la mode. Et que la mode, c'est tout à fait fugitif. Et Et vous vous prenez de passion donc, pour ces châles en cachemire, dont vous êtes, comme je le disais, l'éminente spécialiste mondiale, et vous en avez une collection magnifique, et certains d'entre eux que vous avez trouvés au puce dans des états plus ou moins brillants, vous les avez même ravaudés avec vos propres cheveux. absolument. Comment vous est venue cette idée, cette technique? J'avais beaucoup de cheveux. Et pourquoi les cheveux et pas un fil de coton ou de soie Parce que c'est aussi à portée de la main, quoi. Non, et puis, je voulais quelque chose d'invisible. C'est très invisible, un cheveu. Il y a une chose qui transparaît beaucoup dans ce livre d'entretien, c'est votre intérêt très très particulier pour le couple. Et en vous lisant, je me dis, vous êtes quasiment l'ethnologue du couple. Vous pourriez revendiquer d'être l'ethnologue du couple. Par moments, je me suis même dit, si j'avais le courage, j'écrirais pour les jeunes ce que c'est qu'un couple. Eh bien, je vais vous dire, un couple, c'est fait de tous les échecs. C'est une suite d'échecs. Pour faire un bon couple, il faut que... Avoir essuyé quelques échecs. Il faut que les deux aient essuyé des échecs pour connaître leur propre goût. Il n'y a aucun moyen de connaître son goût quand on est un adolescent. On ne sait pas ce qu'on aime et qu'on n'aime pas. Il faut être à l'épreuve de la vie. Et il n'y a rien de tel que les échecs. Moi, je trouve que les échecs, c'est formidable. Vous dites même que le divorce est une chance formidable de se réinventer et de repartir dans la vie et d'avoir une chance de réussir sa vie amoureuse. Oui, non, mais surtout les échecs qui vous montrent qui vous êtes. Parce que les échecs ont très mauvaise réputation. Vous les verrez d'un autre œil quand vous aurez lu ce livre d'entretien. Dans les familles, chaque fois qu'un enfant a un échec, c'est la cata. Mais c'est pas la cata du tout. C'est un échec vous montre exactement ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas. Il n'y a rien de plus précis qu'un échec. Et moi, je trouve que un bon couple, c'est fait par des gens qui ont eu assez d'échecs pour se connaître. Alors, pardon, Marc Lambron veut ajouter quelque chose. C'est ce en quoi Monique, qui a été conçue à Shanghai, reste assez chinoise, sinon maoïste, parce que vous savez, pendant la Longue Marche, une des maximes du président Mao, du futur président Mao, c'était
nous irons d'échec en échec jusqu'à la victoire finale. Et c'est aussi sans doute la philosophie du couple de Monique. Ah oui, mais c'est vraiment... Vous êtes maoïste, Monique. C'est un scoop. C'est un scoop. En tout cas, tout au fil de votre vie avec Claude Lévi-Strauss, vous avez été au cœur de la vie intellectuelle française sur plusieurs décades et vous avez croisé de nombreuses personnes éminentes. Vous en égratigné certaines, je sais que vous ne voulez pas vous appesantir dessus, je vais juste moi les citer. Vous avez un peu la dent dure, et c'est très drôle, avec André Breton, que votre mari avait connu en exil à New York et qu'il aimait beaucoup, et que vous trouvez insupportable parce que vous dites... il n'aimait pas Breton. Ah, il n'aimait pas Breton? Non, il l'admirait beaucoup, il le respectait. Mais il n'était pas son ami. Oh, c'était impossible d'être Voilà. ami. Et vous dites, ces gens-là étaient insupportables, et ils se prenaient pour un pape. Vous égratigné aussi un peu Aragon, un peu Malraux, mais alors celui qui vraiment ne trouve pas grâce à vos yeux, c'est un grand poète, tant pis pour lui, je le cite, après vous n'êtes pas obligé de commenter si vous ne le souhaitez pas, c'est René Char. René Char qui avait une vie amoureuse justement assez, comment est-ce qu'on pourrait dire, généreuse, qui n'avait jamais moins de 4 maîtresses à la fois, vous parlez même de quadrige, et ça vous agace beaucoup, vous trouvez que ce type est quand même très très suffisant, et qui ne traite pas très bien les femmes sans doute. En tout cas, il n'a pas... Voilà. Enfin, moi, je n'aimais pas du tout sa façon de faire parce qu'une de mes amies était sa maîtresse et vraiment, enfin, les couleuvres qu'il lui faisait avaler, non, ça, c'était impossible. Ça insupportable. Oh, oui. On va plutôt parler de vos amis et je pense en particulier à 2 amis dont l'un est mort récemment, Claude Bernard, le galeriste. Oui. Et Sheila Hicks, puisqu'on l'a nommé tout à l'heure. Et j'aimerais que vous nous évoquiez ces amitiés et votre goût pour l'art. Et Sheila Hicks, c'est évidemment cette grande artiste textile avec laquelle, je crois, vous êtes en train de préparer quelque chose au Quai Branly. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Eh ben, elle m'a demandé le premier livre écrit sur elle, c'est moi qui l'ai écrit. Et parce qu'elle trouvait que je ne racontais pas d'histoire. J'ai écrit ce livre en disant ce que je voyais, mais pas des métaphores incompréhensibles. Et donc, ça lui a plu. Oui, elle a voulu que j'écrive un livre sur elle et on est devenus très très amis. J'ai une grande admiration pour son travail. Et elle a d'ailleurs à l'heure actuelle un vrai succès. Donc elle prépare une exposition au Quai Branly. Au Quai Branly. Le musée du Quai Branly qui aurait pu s'appeler le musée Claude Lévi-Strauss. La bibliothèque, je crois, s'appelle Claude Lévi-Strauss. L'amphithéâtre s'appelle Claude Lévi-Strauss. Vous auriez préféré que ce soit la bibliothèque parce que votre mari avait un amour particulier pour les livres. Il y accordait une importance très forte. Donc, beaucoup de gens trouvaient que le musée aurait dû s'appeler Lévi-Strauss, mais Claude, ça lui était bien égal. Oui, lui, autant il aimait les rituels, mais les honneurs, c'était pas trop son sujet. Donc une grande exposition va se tenir, consacrée à Sheila Hicks, et vous travaillez actuellement sur le catalogue de l'exposition. Je me trompe? C'est-à-dire, je vois avec elle, enfin, j'ai des idées, mais c'est elle qui choisit les pièces du musée, parce que ce qu'elle veut montrer, c'est des pièces du musée qui sont pré-incaïques et des pièces à elle. Voilà. Donc on est heureux de savoir que le musée du Quai Branly s'intéresse à nouveau au textile qui avait été mis un peu de côté. L'actuel président, je le respecte beaucoup. Enfin, il est vraiment très très ouvert à tout ça. Alors que le précédent? Moins. Le précédent avait d'autres... Non, on ne dit pas de mal. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre ami Claude Bernard? Est-ce que c'est possible de l'évoquer en quelques mots? Claude Bernard, il a été adorable avec moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Il envoyait tout le temps des voitures pour m'emmener en voyage partout où on était invité. Enfin, il a été vraiment un ami merveilleux. Mais pour plusieurs personnes lui doivent beaucoup. Un autre ami merveilleux dans votre vie, c'était évidemment Claude Lévi-Strauss. Et vous dites dans votre livre, il m'a fait un cadeau inestimable. Avant de mourir, il m'a désignée comme son exécutrice testamentaire. Il vous a donc fait une confiance absolue. Et depuis qu'il n'est plus là, depuis 2009, vous êtes donc sa veuve, mais vous êtes aussi la gardienne du temple, la Vestale. Vous veillez sur son œuvre. Vous faites des choses extraordinaires. Moi, j'ai été très très admirative d'un travail colossal que vous avez accompli pour la chez Maurice Hollander dans la collection librairie du XXIe siècle. Je crois que vous avez retranscrit toutes les lettres, car vous étiez la seule personne capable de les lire. Oui.
C'est absolument Oui, colossal. je savais. Les prénoms, je savais qui c'était, donc j'ai pu faire des notes, si vous voulez. Et Et puis, je ne peux pas dire que ce livre a eu un grand c'est succès. dommage. Oui, mais il est là. Oui, il existe, Et peut-être dans 300 ans, ce sera un livre qu'on lira avec grand intérêt. Parce Ça a que un grand intérêt, je trouve. Ça arrive, ces Ouais. choses. Hein. Oui, ça arrive. On n'est pas à l'abri d'un On succès pour ce n'est livre. plus là pour le voir, mais... Et du vivant de Claude Lévi-Strauss, vous avez entrepris une autre entreprise de travail colossale, je trouve, à un moment où il était moins au mieux de sa forme, disons. Vous avez tiré les négatifs de 3000 photos qu'il avait prises bien avant de vous connaître, quand il allait très souvent au Brésil. Oui. Et vous lui avez demandé d'inscrire des légendes. Alors vous avez inauguré ce travail de tirage de photos, vous n'aviez jamais fait ça au préalable. Jamais. Quand vous avez vu le nombre de négatifs, vous vous êtes renseigné sur le prix des tirages, vous vous êtes dit mais c'est délirant. Enfin, si on avait vidé tous nos comptes en banque et Ça vendu nous un aurait appartement, on peut-être n'aurait même pas eu suffi. pour 3000 tirages en Donc 13, vous y êtes 18, mise. 13-18, Ouais. donc ça coûtait une fortune. Donc vous avez Alors voilà, j'ai trouvé dit, des bagues. Je vais Voilà. m'y mettre. Simplement, de m'y mettre et faire les tirages, c'était rien s'il n'y avait pas de légende. Et vous lui avez demandé de légender et au départ il non, il m'a rechignait. dit ça m'embête trop, je te dis la vérité, ça m'embête trop. J'ai dit moi je me tape de tirer ces photos et toi tu vas pas les légender. Non, non. Et comment avez-vous réussi? Eh ben j'ai pris mon courage. Vous lui avez posé un ultimatum. Oui, et j'ai été le trouver, j'ai dit écoute Claude, je vais te dire la vérité. Pas de légende, pas de dîner ce soir. Et on ne parle pas du jeudi, hein, tous les soirs. Il m'a compris ça, parce que pas de dîner, il voulait que le dîner soit toujours pris. L'idée qu'il n'y aurait pas de dîner, non. C'était insupportable. Et il s'est pris au jeu. Et ce que vous racontez, je trouvais assez magnifique. Il a fait peut-être 5 ou 6 légendes ce soir-là. Et au bout de 3 jours, il s'est pris au jeu, ça lui rappelait des souvenirs. Et en fait, il était très heureux et très fier que je le fasse, parce qu'il savait que ça devait être fait. Il m'avait toujours dit, ne me laisse pas mourir avant que j'ai tout légendé. Ça, c'était 40 ans avant. Il me disait ça. Et au moment où il devait le faire, il ne voulait pas. Non, mais j'étais hors de moi. Il a vu d'ailleurs que j'étais vraiment pas Vous contente. étiez sérieuse. Ça a donné lieu à un très beau livre qui existe aussi, dont je ne prononcerai pas le titre parce que je ne parle pas brésilien. Mais le Brésil reste un ancrage très fort pour lui. Vous racontez aussi, vous avez fait de nombreux voyages durant votre vie. Et il y a ce voyage magnifique au Brésil où il retrouve ses anciens étudiants. Et vous dites, ces étudiants à l'époque avaient à peine 4 ans de plus que lui. Oui. Ce qui fait qu'on a... De moins que lui, pardon. Oui. De moins que lui. Ce qui fait qu'on a retrouvé un professeur de 76 ans. Tous ces vieux Tous ces messieurs étudiants. et vieilles dames aux cheveux blancs. et qui pleuraient, c'était fou. C'est magnifique. De la même façon, vous évoquez ces Indiens d'Amazonie qui vont venir à Paris pour recevoir je sais quel honneur et qui reconnaissent en Claude Lévi-Strauss quelqu'un qui les aura étudiés, compris, respectés, et même s'ils n'ont pas lu ses livres, ils savent qu'il a œuvré pour eux. Ça, c'est très émouvant aussi, évidemment. Très émouvant, oui. Et d'autres voyages que vous avez faits qui étaient très importants, c'était le Japon. Ah oui, on a été on a été 6 fois au Japon et parfois plusieurs mois. Et vous dites, il retrouvait au Japon les estampes, les paysages des estampes japonaises. Exactement, toute son enfance s'y retrouvait là. Et pour vous, il y avait quelque chose à voir avec le textile au Japon, évidemment. C'est merveilleux, c'est d'une beauté, oui. Donc on voit que vous êtes pleine de projets, moi je suis très admirative. Marc Lambron... Il y a l'apiculture, Oui, il y a l'apiculture. Vous avez cette maison magnifique en Bourgogne qui s'appelle Lignerolles, où vous allez toujours régulièrement. Et je crois, je ne sais plus dans quelle interview, ou peut-être dans Une enfance dans la Gabulou, vous racontez que quand vous faites l'acquisition de cette maison, il y a des essaims d'abeilles partout dans la maison, et vous vous dites, mon Dieu, comment on va se débarrasser de ça? Plusieurs années de suite, je venais avec des morceaux de soufre, si vous voulez, des plaques de soufre que je brûlais dans les cheminées. Et ça me faisait horreur, puisque c'était pour tuer les abeilles. Et je trouvais que les abeilles et le miel, c'est un des miracles de la nature sous nos yeux. Et de faire ça, que c'était absolument contre tout ce que je pensais. Et j'ai dit à Claude, j'en ai assez, ça fait 3 ans de suite que je tue des essaims d'abeilles,
et je ne vais pas continuer, c'est contre tout ce que je pense. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien j'ai dit, je vais essayer de faire de l'apiculture. Chaque fois que je lui disais que j'allais faire quelque chose, il éclatait de rire et disait, tu penses, tu ne vas pas devenir apicultrice, mais c'est très difficile. J'ai dit oui, mais je me suis déjà inscrite. Jardin du Luxembourg ou des Oui, Points, oui. Et il m'a dit, tu t'es déjà inscrite? Et ben j'ai dit oui, puisque j'ai envie de devenir. Et j'ai dit, je commence à ce moment-là. Alors là, il a compris, mais enfin, il avait déjà compris que j'avais une certaine suite dans les idées. Alors, je trouve très réjouissant que vous disiez... 100 kilos de miel par an, quand même. Ouais. Oui. Ah oui, 100 kilos de miel par an. On en mangeait 30 et je donnais Vous les autres. fournissiez les amis, ensuite. Alors, vous dites dans votre livre à un endroit que votre couple a tenu aussi très longtemps parce que vous n'étiez pas en concurrence intellectuelle. Tout ce que vous venez de nous raconter ce soir prouve le contraire, en vérité. Non, vous n'étiez pas en concurrence. Vous dites qu'il n'y avait pas de diplôme. On rivalisait. Voilà, il n'y avait pas de rivalité. Je n'ai jamais essayé, alors que je l'ai vu avec d'autres femmes qui essayaient toujours de l'interrompre pour prendre la parole et pour montrer qu'elle valait le coup aussi, pour montrer qu'elles étaient à la hauteur. Ah ben moi, j'ai jamais essayé ça. Je pense que vous avez trouvé la bonne formule pour un couple qui a duré 60 ans et qui aurait pu durer plus longtemps encore. Et on est très heureux et très admiratif du travail que vous continuez à fournir autour de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss que vous gardez vivante. Et on vous remercie infiniment pour tout ça. Et vraiment, lisez J'ai choisi la vie de Monique Lévi-Strauss, qui aurait donc pu s'appeler Flashback, et qui est un texte remarquable. Marc Lambron, vous souhaitez ajouter quelque chose? On proposera des questions ensuite au public. Juste une chose, parce que là nous sommes au présent, mais il y a un vertige du temps dans ce livre. Je donne 2 exemples. En 1932, Monique, vous avez 6 ans. La meilleure amie de votre mère, c'est Clara Goldschmidt, c'est-à-dire Clara Malraux. Elle est enceinte de 8 mois. Votre mère, va vous expliquer que les enfants ne naissent pas dans les choux. Et elle vous invite à tâter le ventre de Clara Malraux. Vous sentez des coups de pied. C'est Florence Malraux, in utero, qui va devenir ensuite Madame Alain Resnais et la personne que l'on sait. Il y a un vertige à penser ça. De la même façon, dans les histoires de la littérature, parce que c'est l'ordre de l'histoire de la littérature, on sait que lorsque Samuel Beckett, que vous avez connu, et bien connu, était lecteur à l'école normale supérieure, il y avait comme une sorte d'idylle avec la fille de Joyce, Lucia Joyce, qui ensuite a basculé dans la déraison. Et bien après la guerre, en 47 ou 48, avec vos amis Violas, vous êtes allé voir Lucia Joyce internée. Non, et pour moi c'est hallucinant parce qu'en même temps c'est la même personne qui, au mois de décembre, alors que nos entretiens allaient vers leur fin, me dit, j'ai une amie, chanteuse un peu punk, qui chante ce soir au Sunrise Sunset, rue des Lombards, avec le guitariste d'un chanteur qui s'appelait Jeff Buckley. Est-ce que vous connaissez Jeff Buckley? Alors je dis oui, son père est Tim, et voilà, destin cruel dans les 2 cas. Et donc nous nous retrouvons dans cette cave avec l'ancien guitariste et co-compositeur de Jeff Buckley, oui. Votre ami qui fait la punkette, vous étiez venu avec la fille, votre filleule, avec Marie Nimier, oui. Donc la fille de Roger Nimier, et je me dis, où sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Avec Monique Lévi-Strauss, qui a connu, qui n'a pas aimé André Breton, mais qui vient avec la fille de Roger Nimier en 2024 pour entendre... Demi-mondaine, elle s'appelle Demi-mondaine, c'est son nom de scène. Elle est passée à The Voice et tout. Bon. Qui est là avec le guitariste de Jeff Buckley, qui lui-même est déjà une légende, mais pourtant une légende des années 90. Bon, alors voilà, ça rend temporellement fou et heureux, Monique Lévi-Strauss. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Monique Lévi-Strauss, on ne se lasse pas de vous écouter, donc on aimerait vous garder avec nous pour toujours et pas qu'un jeudi par semaine, nous aussi. Mais on va comme toutes les semaines, tous les mardis et tous les mardis après. On aimerait tous les mardis. Mais avant de vous rendre quand même votre liberté qui vous est chère, car vous êtes un esprit libre, on l'aura entendu, je vais proposer au public de vous poser des questions s'il le souhaite. Qui veut se lancer? Monsieur?
Oui. D'abord, merci. Ça n'ira pas jusque là-bas, les Il micros. y a une dame ici. Il va parler Oui, fort, il va on parler a le fort, monsieur déjà. Voilà. Bonsoir. Merci pour votre humour. Je crois que c'est le meilleur signe de la vie. Juste 2 questions très rapides. Lorsque vous l'avez rencontré, votre futur mari, jusqu'à quel point vous avez pu être impressionné par le fait qu'il avait été au Brésil, qu'il avait étudié des peuples indigènes? Est-ce qu'il n'y avait pas une étrangeté qui vous a peut-être intéressé, intrigué? Et la deuxième question, c'est, j'ai cru comprendre à un moment que vous parliez du Japon, certes, mais aussi de la Chine. Vous aviez été... Quel est votre lien avec la Chine? Et qu'est-ce que vous en retenez? Alors, mes parents se sont rencontrés en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire ma mère étudiait dans un collège à Boston et mon père avait une bourse pour Harvard. Et donc, ils se sont rencontrés en Nouvelle-Angleterre, ils se sont plu et ils se sont mariés quand ils sont revenus en France. Et là, votre père part en Chine avec un contrat. Voilà. Oui, Votre père est parti travailler en Chine. Et donc, mes parents ont vécu 1 an en Chine, en voyageant beaucoup autour de ça. Et ils ont ramené beaucoup de meubles de la Chine, enfin la Chine. Et vous Ils ont surtout conçu. à Voilà. Shanghai. Où êtes-vous Voilà. allé en Chine essentiellement? Non, mais elle n'a pas vécu en Chine. Oui, Monique oui. a été conçue en Chine. Et- Ce qui a provoqué le quiproquo, beaucoup de gens pensaient que vous aviez été consul en Chine. Vous racontez ça. Au début, je racontais, je n'ai jamais été en Chine, mais j'ai été consul en Chine. Alors, vous avez été consul en Chine. La 3e fois qu'on m'a dit consul en Chine, je me suis dit, celle-là, je la coupe, je la raconte. Donc elle n'a pas voyagé en Chine. Et ensuite, c'était la question sur l'étrangeté, les voyages que Claude Lévi-Strauss avait fait avant de vous connaître au Brésil. Est-ce que l'étrangeté vous a, C'est ça, Léo, est-ce que ça vous a impressionné? a attiré ta curiosité? Oui, ça- mais si vous voulez, mes parents avaient énormément voyagé aussi. J'étais dans une famille où on voyageait beaucoup. Par exemple, la fortune de mon grand-père, le père de ma mère, c'était à l'embouchure du Mékong. Alors, j'avais beaucoup L'action d'un d'histoires. nacre. Oui, j'avais beaucoup d'histoires sur l'embouchure du Mékong. J'étais quelqu'un qui comprenait que la Terre était ronde et que, enfin, on pouvait faire le tour de la Terre. Ça se faisait quand même beaucoup dans ma famille, des 2 côtés. Donc c'est pas ça ça me frappait pas. Une chose. C'est l'homme qui vous a séduit, en fait. Dites une chose, Monique, dans votre livre, c'est que la seule discordance et peut-être incompréhension de votre mari, qui était si intelligent, c'est sur la guerre. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas comprendre de l'intérieur ce qu'avait été votre guerre, eu égard à ce qu'avait été la sienne. Lui avait passé la guerre en exil à New York et vous aviez passé N'entrez pas dans vos raisons, là. ouais, Oui. l'année dans l'Allemagne nazie. Donc. Oui, ça c'est. Enfin, c'est mon mari qui ne comprenait pas ça du tout. Il ne comprenait pas ce que ça avait été d'avoir une mère juive, d'être en Allemagne nazie, et chaque fois que ça sonnait à la porte, je me disais, ma mère a été dénoncée, on vient nous chercher, c'est Auschwitz. Ça, c'est quand même, c'est très très lourd à porter pendant 5 ans, ça. D'ailleurs, vous dites qu'à l'apparition d'Une enfance dans la gueule du loup, où vous avez reçu beaucoup de témoignages, mais il y a une personne qui a vraiment compris ce que vous aviez voulu dire, c'est Claude Lanzmann. Oui, Claude Lanzmann m'a énormément touchée. Et vous avez écrit une très belle lettre. Ah oui, il a Ouais. écrit une très belle lettre, oui. Je crois qu'il y avait une question. Non, parce que si. monsieur a- Alors, monsieur, je vous en prie. Bonsoir, merci de votre présentation. Moi je suis brésilien d'ailleurs, donc Un jeune homme brésilien. je peux affirmer Ce jeune homme est l'influence brésilien. de Claude Lévi-Strauss au Brésil, parce qu'on a Mais été je n'ai formés pas aussi dans... entendu. On vous entend pas très très bien, malheureusement. Ouais. Ouais. Il est brésilien, il peut témoigner de l'influence ou De l'importance de Claude Je viens Lévi-Strauss au de Brésil. Je vous remercie de votre conférence. Et il y a une phrase de Lévi-Strauss, il dit « Le monde a commencé sans l'homme, il s'achèvera sans l'homme ». Absolument. Et aujourd'hui, même dans la forêt amazonienne, il y a des tribus indigènes qu'on n'a jamais, il n'y a jamais eu de rapport, de contact entre notre monde Et eux. pardon, Ouais. et ces tribus. Comment est-ce que vous voyez voilà, l'évolution
ces contacts qui se font toujours. Et comme vous voyez cette phrase aussi de Lévi-Strauss. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Claude Lévi-Strauss qui dit le monde a commencé sans les hommes et il se terminera sans les hommes? Quand on pense qu'au Brésil, aujourd'hui encore, il y a des peuples indigènes qui n'ont jamais été en contact avec le reste de la population. Je pense qu'il avait raison. Je pense tout à fait comme lui. Je pense que avec le nombre d'enfants qui naissent maintenant, c'est pas possible qu'on continue. Ça va mal finir. Enfin, j'en suis vraiment persuadée. Mais je suis persuadée aussi qu'il y aura d'autres êtres vivants qui seront très intéressés, très intéressants. Et pourquoi pas? Il y aura peut-être des girafes qui volent, des choses comme ça. Enfin, il y a toutes les possibilités. Et ça ne m'attriste pas, mais je crois que les humains ne sont pas faits pour vivre toujours. Non. Votre mari disait ça, vous le dites dans le livre, qu'il y aura des mutations, Oui. et peut-être plus rapides. Comme Oui, oui. vous pouvez l'imaginer. Oui, c'est vertigineux. Une autre question pour notre ou nos invités, si vous avez des questions pour Marc Lambron, sur Sacha Guitry par exemple. Une dernière question? Non? Oui, madame? Alors, oserais-je être un peu indiscrète, parce que vous parliez des échecs, de la nécessité d'avoir connu quelques échecs pour former un couple. Et vous êtes l'exemple, avec Claude Lévi-Strauss, d'avoir pu former un couple exceptionnel dans sa longévité et dans son entente surtout, parce qu'au-delà de la longévité, on en connaît des couples qui ont duré 60 ans, mais apparemment ils ne s'entendaient pas aussi bien que en cohabitation. Et vous-même, donc vous étiez plus jeune que lui, avez-vous eu une vie personnelle, pardonnez mon indiscrétion? Bien sûr, j'avais eu une vie personnelle avant, avec des échecs qui m'avaient montré exactement ce à quoi je tenais. Voilà. Et c'est seulement les échecs qui vous montrent ça. Sans ça, on ne peut pas deviner. C'est impossible de deviner. Donc, bien que très jeune, vous aviez déjà l'expérience de l'échec amoureux et vous avez pu discerner. C'est-à-dire que j'avais eu des aventures avec 2 ou 3 hommes et je me disais jamais je pourrais vivre toute une vie avec un type comme ça, c'est impensable. Donc ce type d'homme, 0. Et puis une autre fois c'était 0. Puis une autre fois, et je me disais, il n'y a vraiment que les échecs qui font mal. Je ne veux pas vous dire que les échecs ne font pas mal. Ça, je n'ai jamais dit. Ça fait mal. Mais c'est la seule chose qui vous apporte vraiment une connaissance. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas chez ces spécimens là, que vous venez de mentionner? Oh, des tas de choses. Des tas de choses. C'est-à-dire que, par exemple, ils étaient très ambitieux, ils voulaient faire une carrière et une carrière à tout prix. C'est pas mal de faire une carrière à tout prix, mais absolument sans rien regarder à droite et à gauche. Et je me disais, ben non, un type qui veut absolument gagner de l'argent, et ça, c'est la seule chose, non, ça ne m'intéresse pas, etc. Ben, il y a toutes les possibilités. À 15 ans, vous auriez pu devenir la belle-fille d'un amiral de la Kriegsmarine, vous racontez. Voilà. Parce que vous parlez anglais, et que le père trouve ça très bien. Oui. L'amiral. Enfin, voilà, tout ça, c'est des histoires que je raconte dans mon livre. Ouais. Bon. Oui. Monsieur, une dernière question. Et puis on va. À votre avis, on vit ici, maintenant, vous voyez, à Paris, qu'est-ce qu'on devrait apprendre des peuples premiers? Quels sont les messages que l'on devrait entendre et accepter? Les messages. Quel message devrait-on entendre des peuples premiers aujourd'hui à Paris? Y a-t-il un message qu'il faudrait retenir Dans le monde, à votre avis, quels sont les messages que l'on devrait apprendre des peuples premiers? Quel est l'enseignement que les peuples premiers ont à nous donner aujourd'hui? Les Bororo, les Nambikwara. Enfin, un des messages, c'est que on peut vivre très très bien avec très peu de ce que nous appelons le confort. Ça, on peut quand même se rendre compte qu'on peut vivre extrêmement heureux à très peu de frais, si vous voulez. Mais dans la nature, hein, vous êtes d'accord? Et que, enfin, on ferait bien de se mettre ça dans la tête.
on n'a pas besoin d'avoir un confort immense pour être heureux. Et je connais même des gens qui sont très très malheureux dans un luxe incroyable. Il n'y a que ça. Ça court les rues. Des enseignements des peuples premiers qui c'est nous vrai. aideraient à vivre aujourd'hui. Je pense qu'on peut relire avantageusement Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, qui en parle énormément et qui dit, entre autres, que toute société a sa propre cohérence, qu'aucune population n'est au-dessus des autres. Ça, je pense que c'est une leçon qu'on devrait retenir, appliquer. Et moi, je pense que, voilà, pour avoir un enseignement riche pour les années qui nous restent à vivre dans ce monde un peu fou, relisons Triste Tropique, qui est aussi bien une méditation philosophique qu'un cours d'ethnologie appliquée et qui est d'un humanisme fabuleux et qui n'est pas que pessimiste, si je peux me permettre. Marc Lambron, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, juste une chose que j'ai appris et qui peut porter à la position de votre mari sur les musées, et notamment sur les musées d'ethnographie, parce qu'aujourd'hui on connaît des polémiques sur la restitution des œuvres au pays d'origine. Et ce que je comprends de Claude Lévi-Strauss, bon, c'est que d'abord, un certain nombre de ces objets avaient été achetés, avaient été acquis, à tous. Deuxièmement, qu'ils auraient probablement, nombre d'entre eux, été détruits, parce qu'ils pouvaient avoir un usage cultuel, mais sans qu'un prix particulier y soit attaché. Et troisièmement, l'idée du musée, et je crois que votre mari disait au propos du musée du Quai Branly, c'est que c'est une initiation à l'altérité. Et que avoir des objets qui viennent des Caduvéo, des Lambiquara ou des Bororo, pour parler à notre ami brésilien, mais aussi bien d'autres pays, le fait qu'ils soient présents, préservés. Et vous me dites d'ailleurs, vous dites Monique, que je crois que ce sont des Bororo qui sont venus il n'y a pas très longtemps, et ils étaient touchés en réalité de voir combien leurs objets rituels des années 30 étaient conservés dans un aussi beau musée. Vous m'avez dit ça. Oui, oui, oui. Et là, vous êtes le totem, parce qu'on vous fait venir, et vous êtes un totem pour les Bororo maintenant. Vous aussi, mais vivant. Et ce joli couple que vous portez aux oreilles, d'où vient-il? Ça vient, je crois, du Groenland. Attention à Trump. Voilà. Madame Lévi-Strauss porte un couple aux oreilles, donc sans doute pas en ivoire, si ça vient du Groenland, mais plutôt en défense de morse peut-être, défense de phoque ou de morse, ouais. Oui, de morse. Ils sont magnifiques, je vous invite à venir les voir de plus près. Il y a un homme et une femme, ouais. Moi je suis du côté de l'homme et Marc Lambron du côté de la femme. Toujours. Et Monique Lévi-Strauss va signer son livre, on va installer une table au milieu de la librairie, donc vous pourrez venir admirer ses boucles d'oreilles de plus près et échanger avec elle quelques instants, si vous acceptez de nous accorder encore un peu de temps. Oh, bien sûr. Merci infiniment Monique Lévi-Strauss. Donc on va installer la table, ne vous précipitez pas sur Monique Lévi-Strauss s'il vous plaît. On va installer la table et elle va venir vous retrouver là-bas. Merci infiniment. Merci.